qu'est-ce que l'on entend quand on parle de troubles de la personnalité de type état limite et comment le diagnostiquer? C'est une vidéo qui pourra servir à énormément de gens, notamment lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes et que vous cherchez à vous mettre en couple par exemple, ou que vous voulez recruter quelqu'un dans votre équipe pour votre travail. Ou au contraire, que vous voulez vous faire recruter et que vous désirez savoir si vous n'êtes pas en train de tomber dans un panier de crabes. Issue de la structure perverse chez Freud. Elle existe depuis extrêmement longtemps et on la retrouve dans le discours de Protagoras chez Platon. Donc ça date pas d'hier quand même. Or, ce que Schopenhauer a également développé comme étant des arguments fallacieux sont en fait des tours de manche qui servent un but extrêmement précis. En effet, lié à un développement atypique de la relation à autrui, et notamment un non-développement du concept d'autrui, le lien social n'est pas utilisé comme il devrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas d'une conversation, par exemple, il ne s'agit pas de rebondir sur les arguments qui nous sont présentés, mais il s'agit uniquement d'utiliser notre discours pour prendre une position. Quelle est cette position? Elle peut être multiple, elle peut être hors d'atteinte, elle peut être prendre l'ascendant sur quelqu'un, elle peut être diminuer la personne. Des exemples. L'approche de type « moi aussi, mais mieux que toi ». Et ce, même quand on n'utilise pas son propre vécu pour rebondir. Quelqu'un nous dit « Ah, j'ai eu la chance de faire le tour du monde une fois ». Et moi je réponds « Ouais, bah moi j'ai un ami, il a fait le tour du monde 4 fois ». Je veux vraiment vous parler de mon ami. Non, mon message c'est « Non, mais t'es une merde en fait, c'est tout ». Quelque part, si je te rabaisse, alors je me sens plus grand. Le thérapeute entend, j'ai besoin de me grandir, car je ne me sens pas suffisamment grand. Ah, d'où vient cette idée? C'est peut-être inné, tout le monde naît en se sentant trop petit et pas assez puissant, et nous avons tous besoin de compenser en réduisant les autres, ou alors elle est acquise. C'est au choix. Mais en l'occurrence, c'est acquis. Pour l'ascendant, un exemple que je prends souvent, c'est vous faites un tableau mural extraordinaire d'un réalisme mais fantastique, d'une précision, ça vous a pris plus de 2000 heures de travail. Et vous l'exposez. J'arrive et je vous dis, franchement, faire un truc aussi beau avec un cadre aussi merdique, c'est vraiment con. Là, il y a un double objectif. Le premier, c'est de réduire à néant votre travail en prenant un détail absolument superflu et absolument pas pertinent et d'y mettre une critique complètement subjective de manière à effacer la totalité de l'effet waouh, ce qui nous amène à la castration. Car quelque part, je sais bien que vous vous attendez à ce que les gens qui observent votre œuvre fassent waouh, et c'est exactement ça que je veux éviter. La plupart des gens qui souffrent d'une pensée de type état limite, qui est coincée entre deux structures et qui n'est pas épanouie du tout, ne se rendent absolument pas compte de leurs propres limites. Par exemple, elles sont coincées dans la réflexion de ce que l'autre peut savoir sur moi, alors qu'en fait, ce qui est vraiment dit, c'est pas ce que je vais dire, mais c'est surtout ce que je ne vais jamais dire. Une personne de type état limite, face à cette œuvre magnifique, va pouvoir dire une infinité de réponses. Sauf, c'est fantastique, c'est un beau travail, non vraiment remarquable. Là, vous pouvez être sûr qu'elle ne le dira jamais. Donc déjà, en quelque sorte, vous allez pouvoir prédire avec exactitude, non pas ce que la personne va faire ou va dire, mais ce qu'elle ne va pas faire et ce qu'elle ne va pas dire. J'aborderai la suite dans la prochaine vidéo, mais je vais vous donner encore 2 détails importants. C'est le principe du voleur qui, pris la main dans le sac, vous accuse de vol. À la limite, dans une forme de forclusion, va percevoir un détail chez lui qui le dérange et va le projeter chez vous. Par exemple, chacun voyant les choses dans sa propre perspective. On parlera d'idiosyncrasie des opinions. Les phénoménologues, comme Derrida, Ricoeur, Sartre et les autres, vont vous parler de la capacité du sujet à voir la totalité de l'objet en ayant des expériences continues et successives pour venir compléter notre compréhension de l'objet en question, alors que, depuis notre point de vue, nous ne pouvons pas le voir sous tous ses angles. Cependant, si nous sommes tous en groupe autour de l'objet, bien que chacun d'entre nous ne voit l'objet que depuis sa perspective, eh bien nous regardons tous le même objet et nous pouvons tous avoir conscience de ne voir qu'un seul angle de l'objet. À cette limite, nous pouvons faire le tour de l'objet. On voit vers l'exemple de Husserl et son cube.
Si penser sans rien avoir jamais étudié d'une question pareille, qu'on peut avoir une opinion aussi tranchée et absolument parfaite, de manière à estimer et juger l'impossibilité extrême qu'une chose se réalise, est extrêmement prétentieux. Du coup, on va accuser la connaissance chez l'autre de prétention. Ensuite, notez toujours dans le discours et à limite la présence d'extrêmes. Toujours, jamais, tout le monde, personne, absolument tout, absolument rien. L'absence totale de nuances de gris est l'un des arguments fallacieux les plus formidables, qui notamment est une vérité, c'est de partir et d'utiliser un extrême pour contredire un cas particulier. Exemple, tu pourrais être plus gentil quand même. Hein. Réponse, on ne peut pas toujours être sympa avec tout le monde. Le fait que ce soit vrai que l'on ne puisse probablement pas toujours être sympa avec tout le monde ne change absolument rien à la proposition immédiate dans un cas singulier de demander à cette personne d'être un peu plus sympa. Et ça, c'est un espèce de bouclier de protection qui permet au narcissisme de se soustraire à l'éventuelle suggestion que je ne suis pas parfait. Jamais personne ne saura ce que j'ai dans la tête. Oui et non. On a vu qu'on pouvait déjà savoir ce qu'il n'y a pas. Et comme la science, qui travaille par circonscription du vrai en éliminant le faux, on arrivera petit à petit à scinder le vrai sur quelque chose d'extrêmement précis. Et pourra régler mes éventuels problèmes. Ce n'est pas le rôle du thérapeute de régler les problèmes. Le rôle du thérapeute, c'est d'accompagner quelqu'un pour lui permettre de régler un certain nombre de questions et éventuellement aborder ces problèmes de manière beaucoup plus saine, de sorte que la personne ne soit plus en souffrance, lui empêchant de régler son problème. Enfin, une clé que je ne cesserai de vous répéter, la thérapie n'est pas une recherche de guérison, c'est la transformation d'une souffrance qui vous empêche d'avoir une vie sociale, une vie amoureuse et un travail, en une souffrance qui autorise une vie sociale, une vie amoureuse et un travail. Ni plus, ni moins. N'hésitez pas à être convaincu de votre propre opinion dans les commentaires, on pourra regarder ça ensemble tranquillement.